8h30 sur LCI. L'invité ce matin, c'est Alexis Corbière. Bonjour. Bonjour Adrien. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. On va parler avec vous dans un instant, bien sûr, de la vie de votre parti, de la famille politique de la gauche, mais d'abord celle des Restos du Cœur, qui ont lancé un appel à l'aide sur TF1 dimanche. À la suite de cela, le gouvernement a annoncé une aide de 15 millions d'euros et des dons privés qui se multiplient. La famille de Bernard Arnault, par exemple, 10 millions annoncés hier. Est-ce que vous dites bravo, Bernard Arnault? Non. D'abord... Pourquoi non? Je vais essayer de développer. D'abord, une pensée pour le Resto du Cœur, Secours Populaire. Toutes les associations qui, sur le terrain, travaillent. Nous, en circonscription où je suis, Montreuil-Bagnolet, avec le Secours Populaire, on fait des collectes en cette rentrée, parce qu'il y a un besoin de fournitures scolaires, et puis même après alimentaires, etc. Ils font un travail formidable. Alors vous dites une pensée, mais là, on parle d'argent. Non, mais d'abord, voilà. Et eux, qui se retrouvent avec notamment les prix d'électricité pour leurs locaux, etc., qui explosent, et qui fait que ce travail indispensable. Ils ont parfois doublé le nombre de gens auxquels ils apportent de l'aide, et ce qui est d'abord symptomatique d'une réalité de près de 10 millions de gens qui vivent sous le seuil de pauvreté en France, etc., ce qui est un scandale. Donc ça, c'est le Deuxièmement, il était prévu 10 millions d'ores et déjà, avant même ce cri d'alerte. De la part du gouvernement. De la part du gouvernement. En discussion, sans calendrier, sans ce à quoi, en raison de la crise et de la possibilité que ces associations qui jouent un rôle indispensable, ce qui est préoccupant. Je me souviens, les Restos du Cœur, Coluche, quand il les avait fondés, il avait dit, j'espère que ça ne durera pas. Et depuis, mais Alexis il y a une pérennité. C'est pas possible pour vous de dire, c'est bien ce que le gouvernement fait, c'est bien ce que Bernard Arnault fait. Premièrement, ce que fait le gouvernement, comme vous dites, c'est 5 millions, ce qui est insuffisant. Alors, et après, je vais vous dire une chose, et que les choses soient claires. Je suis pour la solidarité, pas la charité. Monsieur Bernard Arnault va donner 0,004% de sa fortune personnelle. C'est comme si quelqu'un qui avait un petit bas de laine de 10 000 euros donnait 4 euros, d'accord? Sans compter que M. Bernard Arnault a, à travers sa fondation Louis Vuitton, toute une série de défiscalisations significatives de près de 200 millions, je crois. Il n'y aura pas de défiscalisation. Non, sur ce cas-là, il n'y avait pas de défiscalisation, mais quand Notre-Dame avait brûlé, il avait donné, je crois, beaucoup plus. Je suis en train d'oublier le chiffre à l'heure où je parle. Ce que je veux dire, c'est que... Vous ne pouvez pas dire c'est bien de donner 10 millions d'euros au Resto du Cœur. Si, c'est qu'il les donne, très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on a supprimé l'ISF. Et on s'aperçoit aujourd'hui que nous avons besoin de plus de solidarité. La République, c'est la solidarité. D'accord? Le système caritatif, c'est avant la République. C'est à votre bon maître, et à votre bon cœur, mon cher maître, et à la sortie de je ne sais trop quoi, on tend la main. Alors, Alexis Moi, Corbière, je dis à M. Bernard Arnault, c'est qu'il devrait payer plus d'impôts. Sa fortune personnelle est taxée et est imposée à 18%, ce qui est extrêmement faible. Il a toute une série, on le sait très bien, d'argent placé dans des paradis fiscaux. La moindre des choses... Ça, c'est vous qui dites. D'accord, ce que démontre toute une série d'études, mais qu'importe. Et par ailleurs, la défiscalisation qu'il obtient à travers la Fondation Louis Vuitton, c'est une réalité. Mais au-delà de ça, ce que je veux dire, c'est que je veux dire merci de donner 10 millions, ça va être utile. Mais ce que je souhaite, c'est que quand vous payez des impôts, vous, moi, tout le monde, qui proportionnellement est équivalent à ce que va donner M. Bernard Arnault, la ministre n'accompagne pas Monsieur Gindre, pour aller dire au Resto du Cœur. Parce qu'Aurore Berger, tout à l'heure, la ministre des Solidarités, sera au Resto du Cœur avec la famille Arnault. Sur 0,004% de la fortune personnelle de Monsieur Bernard Arnault doit quand même nous interroger à ce qu'on est en train de pervertir les valeurs républicaines. Monsieur Bernard Arnault, il va gagner ce qu'il a donné en 1h30. En 97 minutes, il aura retrouvé ses 10 millions d'euros. Donc, je voudrais qu'on en revienne à des choses simples. Moi, je ne suis pas pour que les plus puissants fassent des opérations de communication sur le dos de la pauvreté. Est-ce que vous êtes pour que les plus puissants participer à la... Alexis Corbière, qui, là, il y a les Restos du Cœur, vous avez cité le Secours, il y a la Croix-Rouge qui dit encore, on l'a entendu ce matin dans le 6-9 de Jean-Baptiste Boursier, on a besoin d'aide. Aidons-les. Mais qui? Est-ce que c'est au gouvernement, à l'État de le faire? Est-ce que c'est aux acteurs privés, comme Bernard Arnault, j'y reviens, de donner? Qui a la responsabilité aujourd'hui d'aider ces associations? Mais d'abord, si des privés qui ont la chance d'avoir fait fortune veulent donner, je les félicite. Ce que je suis en train de dire, c'est que je trouve pervers que l'ère Macron, si je puis dire, en 2017, a commencé par la suppression de l'ISF. On a dit les plus riches donnent trop, on va les soulager. C'est pas la suppression de l'ISF qui met les restos dans la difficulté. Non, mais c'est la même idée qu'aujourd'hui on se dit, face à l'augmentation de la pauvreté, un État qui a été déshabillé du point de vue de ses recettes fiscales, parce que c'est ça aussi, où on baisse les impôts avec l'idée qu'en permanence c'est ça qu'il faut faire, aide publique donnée pour les entreprises, baisse d'impôts systématique, au bout d'un qui nous place nous-mêmes, l'État, dans sa puissance publique en difficulté, des acteurs sociaux formidables qui font un travail qui devrait être celui de l'État en vérité, mais c'est eux qui le font. Nous disent, les amis, si ça continue, on va devoir fermer. Je ne suis pas pour que le système, d'un seul coup, se retourne et qu'on dise que les puissants donnent à votre bon cœur, monsieur Arnault, monsieur Bolloré, que sais-je. S'ils donnent, tant mieux.
Ils peuvent même donner discrètement et silencieusement. Si par contre c'est une opération de communication qui vise à ce que d'un seul coup la ministre se transforme en agent de communication, le service de presse de monsieur Bernard Arnault, pour dire regardez comme il est formidable, je dis écoutez, proportionnellement ce qu'il donne, hier devant le Carrefour à Montreuil, des gens m'ont donné plusieurs cahiers qui valaient plus proportionnellement que ce que monsieur Bernard Arnault va donner, et eux n'auront pas la chance d'être accompagnés de la ministre pour dire merci. Moi je leur dis merci à ces braves gens, et je dis si monsieur Arnault veut donner, qu'il donne aussi avec une certaine pudeur et discrétion. Et monsieur Bernard Arnault, il pourrait même militer pour que l'ISF soit rétabli et que ces 4 milliards qu'on récupère soient notamment consacrés à la lutte contre la pauvreté. Et passé à non, vous Bernard comprenez, Arnault, et la solidarité, c'est pas la même chose que la charité. Oui, d'accord. La justement. charité, c'est l'ancien régime. La solidarité, c'est la République. Alors, et la solidarité, c'est l'impôt. Alexis Corbière, prenons la même idée que vous développez et appliquons-la à un autre sujet. On a aussi, dans les problématiques qui se posent aux Français en cette rentrée, la hausse des prix des carburants. On voyait encore tout à l'heure sur l'antenne de LCI la question du gasoil. Le gouvernement a dit pas de nouvelles ristournes. Là, qu'est-ce que vous dites, vous? Est-ce que le gouvernement est dans son rôle, serait dans son rôle d'aller vers une nouvelle ristourne? Est-ce que c'est aux industriels ou distributeurs de carburant de le faire? Ou est-ce que vous dites, pour la transition écologique, c'est pas plus mal, l'essence coûte cher, très bien, allons vers d'autres modes de transport? Non, on peut pas le dire comme ça. Moi, je suis pour des blocages de prix. Travailler sur la transition écologique, le fait qu'éventuellement les Français utilisent des transports en commun notamment, et utilisent moins les véhicules individuels, je suis favorable, mais sur le temps long. Écoutez, moi j'ai la chance d'habiter en région parisienne où il y a un maillage de transport à perfectionner parce que beaucoup de bus sont en retard en raison notamment que le fait que la région Île-de-France privatise ou supprime des lignes, mais c'est pas la même chose. J'étais dans l'Eure samedi pour le député Philippe Brun m'avait invité dans une circonscription socialiste. Voilà, les députés socialistes, une circonscription on va dire rurale ou semi-rurale. Là-bas, il y a des problèmes de transport en commun. Je veux dire, on peut pas travailler sans la voiture. Soyons honnêtes, le moindre commerçant, la moindre personne, le moindre club de sport. Donc l'État doit en faire plus. Donc il faut bloquer les prix. Aussi. Il faut bloquer les prix. Il faut pas que les groupes pétroliers en profitent pour augmenter leurs marges à l'heure actuelle. Et je suis pour qu'on ait des mesures particulières qui soient prises parce que c'est une vraie discrimination et un impôt privé qui est en train d'être pris dans les poches des Français. Ça ne veut pas dire qu'il faut bloquer les prix. Ça veut dire que c'est aux industriels ou distributeurs de carburant de faire l'effort financier, pas à l'État. Bah oui, il me semble, non? C'est la question. Non, mais il me semble parce que si c'est l'État, c'est pas quand même, il va pas y avoir une double sanction de la part des gens qui déjà prennent une inflation extrêmement importante. Je crois que c'est l'Union des familles de France qui considère que pour la rentrée scolaire, on est à près de 10% d'augmentation des prix pour des fournitures scolaires. Donc, et en plus, l'État va se retrouver appauvri alors qu'on a une explosion des bénéfices pour notamment les groupes du CAC 40. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Vous savez, l'économie, finalement, c'est de la tuyauterie. Quand vous avez eu énormément de richesses qui s'accumulent entre les mains de quelques-uns, c'est autant de richesses qui ne permet pas, par la redistribution, de faire fonctionner le système. Donc l'État et le gouvernement en font assez pour le pouvoir d'achat aujourd'hui? Je crois vous avoir dit l'inverse, mais maintenant, ce que vous dites, c'est aux industriels de faire les efforts, aux distributeurs de faire les efforts, pas à l'État. Oui, mais comme l'État est inactif, moi, de ce que j'ai compris, on n'a que de la part de M. Bruno Le Maire des sollicitations, des encouragements, s'il vous plaît, et il n'y a aucune mesure un petit peu... comment dirais-je, législative qui est prise. Donc l'État doit peser la contrainte sur les autres sans sortir d'argent. Regardez, sur la grande distribution, il est quand même acquis aujourd'hui que l'explosion des prix a permis à ce que les grands groupes fassent des marges significatives. Je lisais encore un économiste qui considérait qu'au moins 50, voire 70% des marges qui ont été faites financières dernièrement, ça a essentiellement profité à la grande distribution. C'est pas dû à la guerre en Ukraine, Monsieur Poutine ou que sais-je. Enfin, je veux dire, on a eu là quelque chose qui est un problème. Ça a contribué à déstabiliser quand même. Non, mais soit, mais enfin, je ne crois pas que ce soit honnête de dire que c'est la faute. Ça a des conséquences, mais ça n'est pas vrai. Donc, à quoi sert la puissance publique? Soit on est les bras ballants face à cette situation, soit on observe que toute une série de groupes qui déjà font des marges financières peuvent en faire un peu moins afin de permettre aux Français de pouvoir vivre. Et de ce point de vue-là, l'État, je le trouve particulièrement peu présent. Le gouvernement a eu raison de ne pas augmenter les prix du tabac? Débat difficile, parce que sur le tabac, il y a un sujet qui est un sujet sérieux de santé publique. Oui. Bon. Donc il faut, autant que possible... Comme sur les carburants, il y a un sujet de transition écologique. Maintenant, c'est de la consommation populaire, on le sait très bien. Et à l'heure où tout augmente, vous augmentez l'alcool, vous augmentez le tabac, vous savez très bien qui vous allez cibler en particulier, une fois de plus. Donc moi, je ne suis pas pour ces mesures punitives et tout. Donc sur ce terrain-là, je suis pour ne pas en rajouter dans la période.
On parlait à l'instant d'écologie. Plusieurs élus de gauche et écologistes s'étonnent ou s'émeuvent du fait que la Première ministre et le ministre de l'Éducation soient allés hier en Bretagne en utilisant un avion gouvernemental et non pas le TGV pour un trajet estimé à 38 minutes en avion versus 1h30 en TGV. C'est pas de la démagogie, cette critique, quand on sait que forcément une Première ministre a des contraintes d'agenda, de sécurité et que l'usage est que le président et la Première ministre se déplacent en avion gouvernemental. Moi, il peut y avoir une partie de... Je ne connais pas l'emploi du temps. Je veux bien admettre que quand on est Premier ministre, on a des contraintes. Mais quand on est Premier ministre aussi, ce qu'on fait nécessairement a une portée pédagogique, symbolique. Donc on peut pas dire attention, aujourd'hui, prenez le train, faut la transition écologique, etc. et ne pas donner l'exemple. Voilà. Donc je pense que là-dessus, il faut tendre vers le fait que notamment les membres du gouvernement utilisent le train, voilà, et que c'est maladroit de le faire. Peut-être que ce déplacement n'était pas indispensable. Ce que je veux dire, c'est que... Un déplacement de rentrée scolaire, oui, il n'y aurait pas eu de soutien à nos enseignants ou... Oui, mais je vais vous faire un aveu. Entre Paris et la Bretagne, il y a des écoles, moins loin, auxquelles on peut aller. Donc quand on fait le choix d'aller à un endroit, pourquoi ce choix-là, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais après, bon... Si nous venions à diriger ce pays, il est peut-être possible que celui ou celle qui aurait des responsabilités, pardon, si l'agenda le contraint, qu'il soit obligé de faire ça. Je ne sais pas dans le cas présent. Vous prendriez l'avion même au pouvoir. Si, oui. Puis si en plus on va à l'étranger, de l'autre côté de la Méditerranée, à moins qu'on ait élu un bon nageur ou une bonne nageuse, il vaut mieux peut-être prendre ce moyen de transport-là. Mais je suis d'accord avec l'idée. Il a déjà été épinglé pour l'avion en Amérique du Sud. Oui, épinglé. Non, je vois pas ce qu'il y avait d'épinglé, mais. Ah bah les mêmes types de. Qu'il ait pris l'avion pour l'Amérique du Sud, je vous assure qu'il vaut mieux plutôt que la nage. Peut-être votre pondération dans la réponse. Non. Je suis d'accord avec l'idée symbolique. Je suis d'accord avec l'idée que quand on fait quelque chose politiquement, quand on va dans une école, c'est le choix, et que ce choix, s'il a pour conséquence un bilan carbone négatif, ça n'est pas une bonne chose. Et mes amis écologistes, ou tous ceux qui protestent, ont plutôt raison de dire que c'est pas malin. Voilà. Plutôt raison, mais vous êtes quand même plus modéré que certaines réactions. Je suis très modéré. Dans la journée d'hier, on a également entendu le président de la République, toujours en matière d'écologie, proposer que tous les collégiens de France plantent un arbre. Il l'a dit dans le cadre d'une interview à YouTube, au youtubeur Hugo Décrypte. Est-ce que c'est une bonne manière d'éveiller les consciences écologiques? Chaque collégien, par exemple, de 6e qui planterait son arbre chaque année? Pourquoi pas? Bon, moi, je suis un révolutionnaire de 89 ou 93. On plantait des arbres, l'arbre de la liberté. C'est un beau symbole de planter des arbres. Si on fait de l'éducation à l'écologie avec nos enfants, que ça passe par planter des arbres, je trouve que le geste est beau et écologiquement, il est utile. Bon, après, Monsieur le Président, j'ai quelque chose à vous dire. Dans ma circonscription, il y a encore au moins 3 établissements qui sont mobilisés depuis hier parce qu'il manque des professeurs. On peut parler de ça parce qu'il paraît que cette rentrée, c'était évident qu'il allait y avoir des professeurs dans chaque élève. C'était l'engagement du président et de son ministre. Oui, voilà. Monsieur le Président, dans mon département, il y a un médecin scolaire pour 21 000 gamins. Et encore, je discutais hier avec une dame qui travaille dans une école, 30% des enfants sont décelés des problèmes de carie, par exemple. Il y a même pas la possibilité de pouvoir leur apporter des soins. Ça, c'est des vrais sujets. C'est des vrais sujets parce que ça pèse sur la scolarité, la santé qui se dégrade de nos enfants et ce maillage que permet l'école et la médecine scolaire. Donc il y a une erreur de priorité pour vous. Voilà. Vous l'avez dit, il y a plus qu'une erreur de priorité. Il y a un amusement médiatique sur parfois certains sujets et un refus d'aller au cœur. L'école, c'est le socle de la République. Voilà. Si on croit à la République, c'est-à-dire la possibilité de faire du commun, d'élever, d'émanciper les femmes et les hommes, etc., il faut que il y ait une confiance qui soit retrouvée dans la République. Je vais vous dire une chose. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'aujourd'hui, il y a une perte de confiance dans l'école publique dans le pays. Il y a une perte de confiance. Et les parents ont bien compris que selon l'école dans laquelle ils vont, c'est pas la même qualité d'enseignement. Et ça se dégrade et Emmanuel Macron le dégrade. Et pour terminer, je sais pas si on aura le temps de développer, l'enseignement professionnel. Monsieur Macron, moi je suis prof de lycée professionnel. Il y a une réforme, il s'est rendu dans un lycée professionnel la semaine dernière. C'est un menteur, cette réforme va dégrader. Savez-vous, monsieur Jean, moi je suis professeur de lycée professionnel. C'est pas l'ambition de la réforme. Non, mais je vais vous dire une chose. De revaloriser cette filière. D'accord, ça c'est le baratin, de communication du gouvernement. Alors je vais vous dire, est-ce que quand vous supprimez 4 semaines de cours pour les transformer en un mois de stage supplémentaire, est-ce que vous améliorez l'enseignement professionnel? Je dis non. Je vais vous dire une chose, On n'apprend pas en entreprise aussi? Non, enfin, on apprend en entreprise, je vais vous dire une chose, les enfants de l'enseignement professionnel, ils vont déjà en stage en entreprise. Mais ce dont on a besoin, y compris quand vous discutez avec les chefs d'entreprise, c'est d'avoir des stagiaires qui ont des compétences et des connaissances et des qualifications qui leur sont apportées aussi par leurs professeurs. Plus vous dégradez le niveau d'enseignement avec les professeurs. L'entreprise, elle ne forme pas en soi, elle forme ou elle déforme. Ce que je veux vous dire, c'est que depuis 2009, parce que M. Macron dit on n'a rien fait depuis des années. En 2009, le bac pro, c'était 4 ans, ils ont supprimé une année, maintenant c'est que 3 ans. En 2018, M. Blanquer, ministre de Macron, a supprimé 30% des cours dans l'enseignement professionnel. Cette fois-ci, il supprime
4 semaines. D'accord? Donc, et en plus, ce Vous qu'ils veulent. jugez sur pièce. Non, mais je jugerai pas sur laisser la pièce. chance C'est à la non, réforme. je laisse pas la chance, ça dégrade. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent le nombre de gamins en apprentissage et ils font baisser en lycée pro. Peut-être que vous connaissez pas la différence, mais l'apprentissage. Si. D'accord. Ben, l'apprentissage, deux élèves sur 5 seulement réussissent leur examen, alors que c'est 3 sur 4 dans les lycées professionnels. Donc, ce que raconte Monsieur Macron, c'est une méconnaissance totale de l'enseignement professionnel. C'est un mépris des enfants des classes populaires. Il dégrade leur cours. Et vous savez quoi? Et il arrive à cette rentrée, il dit: pour la première fois, j'agis pour l'enseignement professionnel. Bon, on n'est pas Non, tout à fait bah surpris oui, que vous mais, soyez en désaccord. oui, mais c'est le fond du sujet. On partage un objectif, que les choses aillent mieux, pas les moyens. Dans cette rentrée, vous qui adorez les sujets de fond, il y a un sujet qui se pose, c'est la question de l'uniforme. Le président de la République, hier, s'est ouvert une expérimentation. Pour citer ses propos, il dit: la question de la tenue unique, pour être tout à fait précis, qui n'est pas l'uniforme, est, de son point de vue, dit-il, plus acceptable, un peu moins stricte d'un point de vue disciplinaire. Elle règle beaucoup de sujets. Est-ce qu'il faut expérimenter cette tenue unique, cette tenue scolaire, comme disait à votre place il y a une semaine la secrétaire d'État à la ville? Alors déjà, vous ne l'avez pas dit, mais qu'on sorte du mythe, en France, il n'y a jamais eu d'uniforme, parce que j'entends parfois dans le débat, il faut revenir avant, j'ai pas c'était dit- j'ai mieux. pas dit le contraire. Non, mais Je demande juste s'il faut expérimenter la tenue scolaire. non, petit 1, quand il y avait des blouses à l'époque, c'est parce qu'il y avait des stylos qui fuitaient et qui salissaient les vêtements. Et en 1965, quand le stylo bic est arrivé, on a considéré qu'il n'y avait plus besoin de protéger les vêtements. Donc ce mythe d'une école avant, ça c'est faux. Deuxièmement, qu'est-ce que c'est qu'on veut faire? Je l'ai abordé tout à l'heure. C'est aller vers la mixité sociale. Quel est le problème que nous avons? C'est qu'aujourd'hui, vous avez 20%, 18% pour être précis, des enfants qui vont dans l'enseignement privé, qui n'a jamais autant concentré les enfants des catégories supérieures. On en a vraiment un séparatisme scolaire qui se met en place. Et au sein même de l'enseignement public, vous avez, en particulier quand on est en région parisienne, un établissement à Paris, c'est évidemment pas le même qu'en Seine-Saint-Denis. Donc une perte de confiance. Et donc, la réponse à ma question? Donc la réponse, c'est ces inégalités que l'on voit. Vous pouvez mettre des vêtements, vous ne les dissimulerez pas. C'est un amusement. C'est un amusement. Est-ce que la tenue scolaire, c'est pas justement un moyen d'éviter l'apparition des disparités sociales de manière criante à l'école, le harcèlement parce que certains enfants se font harceler en fonction de leur tenue, voire Eh bien, le racket? puisque vous posez une question franche, je vous réponds non. La tenue ne change pas ça. La tenue peut avoir des avantages. Moi, je connais un peu l'Amérique latine, mais je veux dire, par rapport à ce que je viens de décrire, le fait Donc que même se pas besoin concentre. d'expérimenter. Écoutez-moi. Non, mais c'est expérimenté. Mais Macron, il est au courant que c'est. Moi, je venais de Béziers, Monsieur Ménard l'a expérimenté. Ça n'a pas marché. À Provins, ça a été expérimenté. Mais on peut. Ce que je veux dire, c'est. Et est-ce que c'est pourquoi pas Alexis Mais Corbière? attendez, je vous. Ah bah attendez, ce qui vous me venez de sidère, répondre. c'est que le sujet de fond, je viens de le dire, on s'aperçoit qu'on a une dislocation de l'école publique qui est un problème. Et la réponse d'Emmanuel Macron, c'est pas de dire comment on travaille la mixité sociale, comment on fait en sorte qu'il y ait véritablement. Si, on peut faire plusieurs choses en même temps. Non, mais Alexis il le fait Corbière. pas. Il y a un Donc, autre c'est sujet. pourquoi il me parle de t-shirt et de pantalon et de chemise, il y a alors une que autre- je lui parle prof, assistante sociale, Il y a une médecin autre scolaire. problématique, Alexis Corbière, auquel le gouvernement tente de répondre, et vous l'avez vu, c'est la question aussi de la montée d'une forme de protestation fondamentaliste, religieuse. Il y a eu l'interdiction des abayas annoncée sur TF1 par Gabriel Attal il y a 10 jours. Hier, jour de rentrée scolaire, 298 élèves, c'est les chiffres que vient de donner le ministre de l'Éducation nationale, se sont présentés avec abaya. Dans 67 cas, il y a eu un refus de retirer l'abaya. Le fait que ces chiffres soit donné ce matin, qu'il montre qu'il y a encore des refus, est-ce que ce n'est pas la preuve précisément que le gouvernement a raison d'agir sur ce sujet? Vous parlez de 67 cas, c'est ça? Oui, mais ça compte. D'accord. Bon, Non. je sais pas, il y a 12 millions d'élèves et moi j'essaye depuis le début de parler des difficultés que rencontrent des millions de gens. Après, ça si on n'existe veut... pas. D'accord. D'un côté, il y a des millions de problèmes, il y a des millions de gens qui sont face à des problèmes, des centaines de milliers. Là, on va parler du cas de 67 personnes. Si l'on veut réduire le fait que certains élèves basculent dans un obscurantisme de plus en plus jeune, cela ne me réjouit pas, il faut le faire, c'est la mission de l'école, mais il faut aussi travailler à ce que j'ai essayé de dire précédemment. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on s'aperçoit que souvent, c'est ce que vous décrivez, se concentre dans certains établissements. Et partout où on fait de la mixité sociale, il n'y a pas ce genre de problème. Mais donc, à chaque fois, D'accord. quelle que soit la question sur l'école, vous répondez le problème, c'est la mixité sociale. Mais il peut y avoir plusieurs formes de problèmes, plusieurs enjeux. Mais est-ce qu'on peut parler et dénoncer ce séparatisme scolaire dont j'ai parlé, qui produit des choses qui ne me Mais réjouissent l'un pas? n'empêche pas l'autre, Alexis Corbière. Est-ce qu'on D'accord. ne peut pas dire qu'il y a des Si, difficultés sociales et en même temps, il y a un séparatisme religieux? L'un produit l'autre. L'un produit l'autre. Donc, alors, une fois que j'ai dit ça, et moi je suis favorable à la loi de 2004 contre les signes religieux. Et c'est dans le cadre de la loi de 2004 Non. que se fait cette interdiction Non. de Eh bien, l'abaya. je vais vous dire, je pense qu'y compris ce qu'a fait M. Attal, j'ai lu hier, risque de créer une insécurité juridique dans beaucoup d'endroits. Parce que les abayas, c'est une chose. C'est tout le contraire. Non, Il y a un recours au Conseil d'État qui est examiné cet après-midi. Même sans ça, Même sans ça. abaya, Pardon, Alexis abaya Corbière, et camis. soit le Conseil d'État dit Je la termine, règle est ok, je termine, fallait pas on ok. verra. Abaya et camis. Camis, ça veut dire chemise. Camisa en espagnol, d'accord? Allez définir. C'est les filles qui vont prendre. Oui, les c'est garçons pas des qui portent vêtements la camise. espagnols.
Non, mais je veux dire, le camis au Maghreb, c'est une chemise, une grande chemise. Pour les garçons, ça va être plus compliqué à évaluer. Et puis un jeune homme va se présenter avec une barbe, d'accord ? Signe religieux ou pas signe religieux ? Quelle discussion allons-nous avoir ? Bref, on se lance dans des choses extrêmement compliquées. En 1905, Aristide Briand... Pardon ? Vous dites aux jeunes filles, portez la baya, il n'y a pas de souci. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je veux dire, pour convaincre des gens, progressivement, vous savez, la tenue m'importe peu, ce qui m'intéresse, c'est plutôt le prestige de la religion, pour parler, comme disait Aristide Briand en 1905, c'est pas la tenue. Moi, ce que je veux, c'est que les gens... je veux l'émancipation. Je refuserais qu'une élève, ou même, pourquoi pas un élève, refuse des cours au nom de dogmes religieux. D'accord ? Je veux convaincre. Et aujourd'hui, ce que fait le gouvernement, totalement inactif... totalement inactif sur le fait que 20% des gamins vont dans l'enseignement privé confessionnel. Ça ne pose aucun problème. Voire même, on le finance. 12 milliards... Pardon ? Et qu'est-ce qu'il fait le gouvernement ? Le gouvernement, j'avais dit qu'il était pour l'enseignement privé confessionnel. Merci, Alexis Corbière. Il est encouragé. Par contre, on crée des débats et on ne défend pas l'école publique. Merci Alexis Corbière d'avoir accepté l'invitation d'LCI et d'avoir répondu à certaines questions, mais pas toutes. Très bonne journée. Dans un instant, Elisabeth Marty-Schultan de l'info. D'abord la météo d'Ange Noiret.